Avec vous pour le 10h midi, on est ensemble, vous le savez, entre 11h et midi pour commenter l'actualité. Alors c'est vrai que c'est une actualité complexe à commenter parce que des discussions parfois pour lesquelles on n'a pas forcément tous les éléments de réponse, mais c'est vrai qu'il y a quand même des questions auxquelles on aimerait pouvoir répondre, avoir quelques éléments de réponse pour débattre, pour commenter. Frédéric Dabi, bonjour, directeur général adjoint de l'IFOP, bonjour à vous. Bonjour Valérie, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, et vous Frédéric, vous êtes où? Vous êtes confiné? Je suis confiné sauf ce matin, je suis allé à l'émission de CNews de Pascal Praud, mais je n'ai pas bougé de la semaine en dehors de ça. D'accord. Patrick Flukiger, bonjour. Vous êtes ancien correspondant des journaux du groupe EBRA, ce sont les journaux de l'Est de la France. Vous êtes, vous, pas très loin de l'épicentre, d'après ce que je sais. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je suis dans l'épicentre puisque la grosse contamination est arrivée le 17 février, le week-end 17-18 février à Mulhouse et moi j'habite à 10 km de là. Mais je suis confiné. Vous êtes confiné et vous n'avez pas de symptômes? Ah, pour l'instant, non. D'accord. Non. Dominique de Montvallon, bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Journaliste, politique, éditorialiste, vous êtes où à Paris? Je suis au cœur de Paris, je suis chez moi, je suis dans le confinement et c'est au total une certaine épreuve, d'autant qu'en prenant la famille au sens large, dans ma famille, il y a pas mal de gens, je dis pas mal, oui, qui sont atteints par le virus. Ah oui, bon, écoutez, prenez soin d'eux. On a avec nous également François Coq, bonjour, enseignant essayiste. Vous avez publié L'impératif démocratique, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous les confinés et à tous ceux qui œuvrent pour nous tous dans ces conditions difficiles. Absolument, et Sophie de Menton, est-ce qu'elle est là ? Elle va arriver plus tard, elle est en retard, pourtant elle est confinée, mais elle devrait être avec nous d'ici peu de temps. Effectivement, beaucoup de questions sur ce confinement. Est-ce qu'il faut un confinement plus strict, total? Est-ce qu'il faut la prolongation de ce confinement? De toute façon, elle semble inéluctable aujourd'hui. Faites-vous confiance au gouvernement pour gérer la crise du coronavirus? On va parler également de la polémique autour du médicament, de la chloroquine, et puis de certaines réflexions du gouvernement à propos de ces masques. Un coup, ça sert à quelque chose, après, ça sert plus à rien. Sibeth Ndiaye nous a même dit qu'on était trop stupide pour pouvoir nous en servir. Elle a expliqué que ça servait à rien de donner des masques aux Français parce qu'ils se mettraient les doigts dans le nez et qu'ils allaient se contaminer tout seuls. En gros, c'est quand même ce qu'elle a dit. On va faire un petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention dans cette information. François Coq, on va commencer avec vous. Oui, moi je voudrais revenir quand même sur ce que je trouve un acte quasi criminel qui a été posé par le président Macron il y a tout juste une semaine, à savoir le maintien des élections municipales. Tout le monde a bien compris qu'il avait maintenu les élections municipales par calcul politicien et électoraliste et qu'il était trop tard ensuite pour lui pour reculer, sauf à se dédire, et il est trop orgueilleux pour cela, mais il a mis en contact plus de 21 millions de personnes dans des endroits réduits, et on voit depuis hier et avant-hier des premiers présidents et assesseurs de bureaux de vote, donc des gens qui ont passé souvent 14 heures dans des endroits confinés, qui ont vu défiler devant eux souvent 600 personnes et qui sont donc désormais atteints par le coronavirus. Et donc je pense que le président de la République, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont cotisé à cette décision, qui ont dit qu'il fallait absolument maintenir ces élections comme si la démocratie se résumait à la séquence électoraliste, et bien tous ceux-là devront rendre des comptes sur cet aspect-là, parce que on a envoyé sciemment un certain nombre de personnes à l'abattoir. Oui, alors je sais pas, quelqu'un veut dire un mot sur ce sujet? Moi je souhaiterais dire un mot. Moi aussi. Alors qui? Allez-y, Dominique. Dominique de Montvallon. Je voudrais dire deux choses. Je constate, je vois et j'observe, en solidarité avec l'immense majorité des Français, combien de gens aujourd'hui souffrent et combien de gens meurent. Et je pense que c'est ça notre priorité. Les règlements de compte, j'ai une deuxième chose à dire derrière, et les règlements de compte politiques aux politiciens, aux dépens des, entre guillemets, politiciens, moi j'en veux pas, j'en ai par-dessus la tête, et c'est pas le moment. Il y a quelque chose d'indécent là-dedans. Pardon, je parle de façon émue, mais parce que c'est très fort. Et puis, la deuxième chose que je voudrais dire, je n'admets pas les mots à l'abri du téléphone
Alors pardon, on est tous à l'abri du téléphone, si je puis dire. Hein. Je n'admets pas les mots qui viennent d'être prononcés. Je n'en cite qu'un, par exemple, l'abattoir, etc. Je n'admets pas. On peut parler entre démocrates, on peut parler de façon avec un peu de décence. Moi, ça me scandalise. Je suis très ému, scandalise. Si ça continue dans ce registre, pardonnez-moi, avec tout le respect, notamment vous, excusez-moi, je me retire. Non, mais restez Dominique, restez Dominique. Mais c'est vrai que c'est une opinion qui s'exprime aussi. Alors, qui voulait réagir également? Moi, je voulais réagir. Patrick Flukiger. Oui, Patrick Flukiger, oui. C'est ce que je viens d'entendre dans la bouche de M. de Montvalon. On ne peut pas faire comme si on n'était pas pris pour des cons. Un jour, on nous apprend que les masques ne servent à rien. Un autre jour, ils ne servent à rien parce qu'on n'en a pas. Le jeudi soir, le président Macron annonce la fermeture des écoles le lundi. Et donc, la veille de cette fermeture des écoles, on envoie dans ces écoles 21 millions de personnes pour aller voter. C'est là. Ensuite, ils nous annoncent le lundi qu'on est en guerre. J'ai l'impression que cette guerre, on la mène exactement comme en 40. Ordre, contre-ordre, désordre. Et effectivement, j'aimerais savoir, et je trouve que c'est de l'abattoir, j'aimerais savoir combien de milliers de personnes ont été contaminées lors de ce premier tour de dimanche dernier, dont on savait pertinemment qu'il ne serait pas suivi d'un deuxième tour et que Macron a refusé d'annuler in extremis uniquement parce qu'il ne voulait pas se déjuger. C'est pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Valérie? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un jour, c'est Frédéric. Je trouve que c'est Frédéric Dabi qui a travaillé sur les élections municipales, notamment avec Sud Radio. Je partage un petit peu l'indignation de Dominique. On est sur des propos absolument excessifs. Et ce qui est excessif est insignifiant. Quand on parle de calcul politique pour Emmanuel Macron, c'est juste risible quand on sait que les élections allaient être catastrophiques. Justement l'inverse. Et elles l'ont été pour la République en marche. Deuxièmement, si vous êtes allé voter dimanche dernier, et c'est mon cas, il y avait des conditions de sécurité, je parle de mon bureau de vote à Paris 13e, absolument draconiennes, et les échos que j'ai eus, c'est que c'était pareil dans toute la France. Et les mêmes qui nous disent il aurait dû annuler les élections. Si elles avaient été annulées, on aurait eu les mêmes, par exemple du côté de la France Insoumise ou du Rassemblement National, qui auraient parlé de coup d'État électoral. Donc je crois qu'il faut vraiment trouver un certain consensus entre nous, ce qui n'empêche pas l'inquiétude. Et je partage ce que dit monsieur Flukiger. Il y a beaucoup d'informations contradictoires qui angoissent les Français. Absolument, on va avancer, c'est ce que nous dit Sacha sur Facebook, on s'en fout, c'est fait. Maintenant, bouger, avancer, je pense qu'effectivement, il y aura des comptes à rendre après les élections, on va arrêter d'en parler, elles ont eu lieu. On apprend effectivement qu'il y a des présidents de bureaux de vote qui ont été infectés, mais qui l'étaient peut-être aussi déjà avant, c'est pas forcément... j'ai pas de jugement sur ce qu'avait dit François Coq, parce que j'ai entendu des protestations du même type, mais c'est vrai que tout avait été mis en place pour la sécurité. Après que les élections aient eu lieu ou pas, je pense qu'il faut là qu'on avance et qu'on passe peut-être à autre chose. Patrick Flukiger, oui. Oui. Non, je disais que... Pardon. Sophie de Menton nous a rejoint. Oui, absolument. Je disais que effectivement, c'était insupportable de voir les polémiques permanentes, qu'on a besoin d'être unis, que les gens sont déprimés. Oui, mais enfin, Sophie, on va y revenir. Je suis d'accord avec vous. Il y a des polémiques. Et moi, cette émission, je m'interroge parce que je me dis, il y a des polémiques sur lesquelles on n'a pas beaucoup de prise, on ne peut pas faire grand-chose. Mais il y a quand même des questions. Je veux dire, sur les masques, il y a des questions. Il y a quand même un problème. Parce que ce que vous ne savez pas, Valérie, et ça c'est terrible parce que personne ne le relaie, si vous saviez ce que les boîtes sont en train de bosser, si vous saviez ce que le médecin... si vous aviez écouté l'émission d'avant, vous auriez vu qu'on a eu le secrétaire général d'LVMH qui nous a raconté qu'il y a effectivement le groupe Kering, qu'il y a également, il y a beaucoup de groupes, mais c'est pas forcément le sujet. Non, le sujet que les sociétés s'y mettent, le sujet c'est le gouvernement. C'est débloqué les masques, pardonnez-moi, ça a été débloqué vendredi par des chefs d'entreprise. On peut importer. Il y a 400 000 commandes qui ont été passées par Carrefour. Il y a 200 000 commandes par Monoprix. Mais enfin, ça vous interroge pas, Sophie de Menton, ça ne vous interroge pas de savoir pourquoi le gouvernement français n'est pas capable de débloquer ces masques? Pourquoi ce sont des entreprises qui le font? Pourquoi ça se fait le 18 mars?
Je vais vous répondre, Valérie. Premièrement, écoutez, c'est le débat d'après, Sophie. Donc, je voudrais qu'on fasse le petit tour de table sur vos coups de cœur, enfin vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je voudrais que Patrick Flukiger nous raconte comment ça se passe, vous qui habitez donc à 10 km de ce lieu de contamination. Vous vouliez pousser un coup de gueule sur cette Union européenne qui ne sert à rien. Mais qui ne sert à rien du tout, ni dans cette crise, ni dans les précédentes, ni dans l'actuelle crise dont on ne parle plus, mais qui bat son plein. Des migrants aux frontières de la Grèce, migrants qui sont envoyés aux frontières de la Grèce, un peu comme une armée par M. Erdogan. Qui est-ce qui vient en aide? L'Italie, aujourd'hui, l'épicentre mondial de cette crise du coronavirus. C'est la Russie. C'est la Chine qui envoie des masques et des respirateurs. C'est le Venezuela, ça il faut le faire. Hein. C'est Cuba. Ouais. Voilà. Et l'Europe n'a rien fait, ni sur la crise des migrants que l'Italie a connue en 2015, ni sur cette crise. Pire, les respirateurs et les masques chinois, 700 000 masques. 700 000. D'un coup, ont transité par la Tchéquie, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ils ont transité par la Tchéquie. C'était dans des cartons Croix-Rouge, c'était marqué dessus, venant de Pékin. Les Tchèques les ont confisqués, les ont distribués à leurs hôpitaux, ce qui est très bien. Mais jusqu'à nouvel ordre, non, c'est pas très bien, c'est volé. Enfin, je veux dire, voilà, c'est bien. Non, mais c'est ce qu'il voulait dire, oui. C'est scandaleux. C'est très bien pour les Tchèques. Mais c'est bien la preuve que l'Europe est une illusion dès qu'il s'agit d'être solidaire. La solidarité européenne contre le coronavirus est inexistante. Je pense que ça pose vraiment question sur l'avenir de l'Union européenne. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord avec ça, surtout qu'on parle indéfiniment de frontières, c'est extraordinaire. En principe, l'Europe avait justement aboli des frontières. Donc la seule discussion qu'on ait, est-ce qu'on remet les frontières? Est-ce qu'il y a des frontières sanitaires? Je suis d'accord. La seule chose qui soit faite en Europe, c'est que l'Allemagne a proposé un peu d'aider la frontière. C'est effectivement une vraie question qu'il faudra se poser après. Oui. Alors, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans un instant. On continue notre tour de table avec tout de même des coups de cœur. Dominique et Sophie également et Frédéric qui ont des coups de cœur dans cette crise du coronavirus. Et puis, on reviendra sur les propos de Sibeth Ndiaye à propos des masques et puis de ceux d'Olivier Véran hier qui a dit que les médecins, enfin tous les soignants étaient testés systématiquement ainsi que les femmes enceintes et les donneurs de sang. Et c'est une affirmation qui a fait beaucoup réagir les médecins qui, on l'a vu, ne sont pas testés dans leur grande majorité. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. André Berkoff sera avec vous tout de suite après. Alors, coup de cœur pour Frédéric Dabi. Frédéric ? Oui, c'est un coup de cœur pour les pharmaciens. C'est aussi un coup de gueule parce que pour moi, ils sont les grands oubliés de tous les discours des pouvoirs publics et des médias quand on met en avant les soignants, quand on met en avant toute la solidarité de la machine soignante. Les pharmaciens, c'est d'abord un service public. 3 à 4 millions de personnes vont chaque jour voir leur pharmacien et en pharmacie sans rendez-vous. C'est la vraie différence avec la médecine de ville ou ce qui se passe en ce moment à l'hôpital. C'est également le premier poste de secours. Et c'est vrai que je trouve que dans le discours politique et le discours médiatique, ils ne sont quasiment jamais cités. Je m'interroge sur ce point et donc je voulais leur rendre hommage. C'est vrai que les pharmaciens sont en première ligne, ils sont là pour répondre. Ils sont au front. Sophie, c'est également... Oui, ils sont formidables. Il a totalement raison, Frédéric. Je crois qu'ils sont un dévouement incroyable. Ils sont ouverts tout le temps. Ils ont pris des risques plus que n'importe qui. Vraiment formidable. Alors moi, c'est un coup de cœur, mais c'est un appel. Parce que l'établissement français du sang a besoin de sang en ce moment et effectivement la crise a fait que les gens reculent devant ça. Or, il y a vraiment une facilité à donner son sang, il faut le faire en ce moment.
Il y a sur Internet tout ce que vous pouvez avoir comme dispositif pour le faire. C'est près de chez vous. Vous avez l'autorisation d'y aller, évidemment. Et il faut cocher la case assistance aux personnes vulnérables si vous voulez sortir de chez vous. Si vous voulez aller à l'hôpital pour donner votre sang, c'est complètement à part de l'hôpital, vous ne risquez rien. Sur place, inutile de vous dire que les conditions sont extraordinairement bien respectées. Et il faut penser à tous les autres malades parce qu'on a aussi une obsession sur un virus qui est terrible, mais il y a d'autres maladies bien plus dangereuses, bien plus graves. N'oubliez pas aussi qu'on guérit bien du coronavirus. Enfin, il faut remettre un peu aussi les choses à leur place. On est obsessionnel. Donc, donnez votre sang. D'accord. Voilà, c'est mon appel. Dominique, c'est un coup de cœur également pour Frédéric évoquait les infirmières, les pharmaciens, pardon, vous voulez évoquer les infirmières. Oui, je voulais évoquer les infirmières parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, ou trop peu en tout cas. On parle beaucoup des médecins, et à juste titre, parce qu'ils sont exceptionnels dans cette crise, même si quelques-uns d'entre eux feraient bien, de mon point de vue, tel que je le ressens, de mettre un bémol sur la dimension polémique de quelques-uns de leurs propos. Mais ça vaut pour une toute petite minorité. Donc, une petite minorité, Dominique, il y a 600 médecins qui viennent de porter plainte contre le gouvernement, donc c'est pas une minorité. C'est une grosse minorité. Moi, c'est ce que je suis. Je ne suis ni infirmier, ni médecin, je suis patient potentiel et à venir. Je connais des gens qui sont atteints par le coronavirus et j'aimerais que les choses soient dites par ceux qui réclament des comptes aujourd'hui. Il faudra que les choses soient établies. Mais je voudrais revenir aux infirmières. Mais j'aimerais qu'ils le disent, pardon, je ne veux pas me répéter par rapport à tout à l'heure, mais qu'ils le disent sur un autre ton, s'il vous plaît, sur un autre ton. Je reviens juste pour terminer sur les infirmières. Je les trouve exceptionnelles dans des conditions extrêmement difficiles et n'ayant pas effectivement tous les moyens concrets pour se protéger. C'est là-dessus, s'agissant des infirmières, comme des médecins, comme de beaucoup d'autres, il faudra que le jour venu, je ne sais pas quand, mais le jour venu, quand on sera sorti de ce que nous endurons actuellement, tous les faits soient établis et le pourquoi du comment. Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui nous disent, Sacha nous dit, il n'y a pas à mettre une profession en avant, je suis solidaire des caissières, des routiers, des aides à domicile, des infirmières à domicile, des AVS, enfin, il y a énormément de professions qui sont mobilisées sans compter leur temps. Je crois qu'il est très bon de louer les infirmières et de les soutenir, mais le problème, c'est que c'est pas une fois que la maison brûle qu'il faut applaudir les pompiers. Non. C'est empêcher, que la maison soit en feu. Or, qu'est-ce qu'on a fait en 6 ans? On a détruit 17 600 lits dans l'hôpital français. On a détruit 17 500 lits et M. Macron nous envoie un hôpital de campagne de 30 lits, ce qui est très bien. Mais enfin, quand on voit la différence, de moyens, c'est incroyable. Oui. Oui, enfin, non, mais c'est... En France, oui, je suis d'accord. Bon, on peut s'indigner de ça. Voilà, on peut s'indigner de ça. C'est ok, c'est fait. Mais Buzyn a mis l'hôpital à feu et à sang pendant 3 ans, pendant presque 3 ans, en refusant d'aider les. Alors attendez, Sophie, attendez. Il n'y a pas de. En refusant les moyens à l'hôpital, en disant niet à tout. Voilà, on a saigné l'hôpital français. On l'a saigné, il faut le dire, et en Italie, c'est exactement la même chose. Juste quelques chiffres très simples. Il y a 5000 respirateurs, avant cette crise, il y avait 5000 respirateurs en France, il y en a 25 000 en Allemagne. C'est pour des populations pas très éloignées quand même. Un autre truc, en Allemagne, en janvier, alors que nous, Madame Buzyn nous affirmait que le virus avait une chance quasi nulle d'arriver le 24 janvier, avait une chance quasi nulle d'arriver en France. Les Allemands ont déjà multiplié à l'époque les tests. Tous les médecins allemands, tous les médecins de ville allemands ont un kit de dépistage. Essayez d'en trouver chez les médecins de ville français. Alors, justement, peut-être on va dire à Frédéric Dabi un mot sur le sondage IFOP paru dans le JDD dimanche. 84% des sondés se disent inquiets. C'est 10 points de plus par rapport à la semaine dernière, mais ils font confiance au gouvernement majoritairement tout de même.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a 3 points dans ce sondage IFOP-JTD. Vous le disiez, Valérie, un sentiment d'inquiétude massif, 84%, 10 points de plus par rapport à notre enquête faite le jour du vote, le 15 mars. Pour autant, la défiance s'installe. Il y a clairement une dégradation du regard porté sur la gestion gouvernementale de la crise sur 2 dimensions. Est-ce que le gouvernement donne tous les moyens aux infrastructures et professionnels pour lutter contre le virus? 39% seulement de oui, c'est 15 points de moins depuis dimanche. C'est là clairement le reflet des polémiques et débats sur la pénurie de masques. Est-ce qu'il a réagi rapidement? 30 points de moins par rapport au mois de janvier, 29% seulement. Hein. On passe d'une gestion qui était jugée à la hauteur jusqu'au mois de février à des jugements critiques. Pour autant, et vous le disiez, l'union nationale demeure, quand bien même des critiques sont fortes, puisque la confiance globale est de 55%. Il y a une sorte d'exonération partielle de l'action du gouvernement compte tenu de l'ampleur et de l'inquiétude face à l'épidémie. Frédéric, c'est très intéressant ce que vous dites parce que on peut aussi partiellement expliquer ça. Je parle du secteur que je connais, c'est-à-dire le monde de l'entreprise. Et en fait, on a été victime d'un étatisme incroyable. C'est-à-dire que on n'a que des mots à la bouche, c'est réquisition, c'est interdiction d'apporter des masques, interdiction aux entreprises de le faire et de les acheter, blocage des prix. Un blocage des prix, vous savez ce que ça a fait? Ça a fait que on avait des entreprises qui voulaient acheter des masques à l'étranger pour leurs salariés. Impossible, parce que c'était tellement faible comme prix imposé que les pays étrangers ne voulaient pas nous vendre leurs masques. Donc on a été, ça c'est très intéressant, victime d'un étatisme. Et là, c'est en train de lâcher, heureusement. Ça fait maintenant 3-4 jours que le Premier ministre et le Président sont en concertation permanente avec Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le patron du MEDEF, mais qui coordonne toutes les entreprises et qui est formidable, sur le pont, incroyable. Et on a enfin fait lâcher ça. C'est-à-dire qu'on avait interdiction de commander. On a encore interdiction de commander les tests. Moi, ça me paraît normal. Enfin, j'ai un petit peu de mal à comprendre que Airbus, j'ai vu, c'est l'Express qui a sorti cette information, Airbus a pu acheter et commander des masques pour ses salariés. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la solidarité nationale veut que les masques soient commandés, non pas pour les salariés d'Airbus, mais pour les hôpitaux? Mais Valérie, bien sûr, sauf que vous pouvez commander tous les masques que vous voulez. On ne les commande pas en France. Pourquoi est-ce qu'Airbus n'irait pas commander ses masques dans un pays? Qu'est-ce qui empêche le pays d'en commander lui? Que fait LVMH, que fait Kering en commandant des masques pour le gouvernement, pour l'État? Ils en commandent, mais ce qui est absurde, c'est que l'État devrait en commander pour lui-même et les hôpitaux. Ça, c'est le boulot de l'État. Mais l'État n'y arrive pas. L'État n'y arrive pas. Il y a quelques années. Je vais finir ma phrase, si vous voulez. Je vais finir. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de confiscation, mais qui était absurde. Ça n'empêche pas. L'État peut commander tous les masques qu'il veut pour. Mais non, les masques, l'État ne peut pas, Sophie. Si vous aviez écouté la demi-heure précédente, ce que disait le secrétaire général d'LVMH, l'État ne peut pas. L'État n'y arrive pas. L'État n'a pas les moyens aujourd'hui de négocier, ne sait pas comment faire. Donc les entreprises françaises aujourd'hui doivent commander. Commander, mais pas pour elles. Elles doivent pas commander pour elles, les entreprises. Elles doivent commander pour les hôpitaux, pour les soignants. C'est un scandale absolu que tous les soignants n'aient pas de masque. Elle commande pour tout le monde, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas non plus faire la différence, et j'insiste beaucoup, il y a énormément de gens au travail. Vous ne pouvez pas non plus briser la chaîne alimentaire et ne pas protéger, quand vous êtes un groupe énorme, les caissières, les salariés, etc. Donc les entreprises, elles pensent quand même à leurs salariés aussi. Donc la réponse est oui, mais il y aurait possibilité, et ça c'est là qu'il y a une vraie faute du gouvernement. Le gouvernement pouvait les commander bien avant pour les hôpitaux, c'était leur boulot. Maintenant, je viens de vous le dire, les entreprises prennent le relais, et tant mieux, et elles doivent le faire, et prioriser, si possible, effectivement, les personnels de santé, sachant que tout le monde qui a un rôle actif dans la société a droit à une protection. On est en train de débloquer, c'est l'autorisation qu'il fallait. On est en train de débloquer l'autorisation, enfin, de commander des tests en Chine. Il y a des pays qui se sont sauvés de ce virus uniquement grâce aux masques et aux tests. Tout le monde il serait peut-être temps qu'on s'en rende compte, non? Et puis qu'on revienne sur les propos de Sibeth Ndiaye vendredi dernier qui dit les Français en gros sont trop cons pour savoir se servir d'un masque. En gros il n'y a pas de masque donc ça sert à rien. Le jour où il y en aura ça servira à quelque chose. Il y a une lettre qui a été... Valérie, il faudra que vous l'expliquiez très bien à l'antenne parce que c'est très difficile. J'ai essayé de mettre un masque donc vous aiderez à bien expliquer mais c'est pas une raison évidemment. Mais c'est moi je prends le pari que dans 3 mois ou dans 4 mois, le jour où on aura des masques
Ils seront obligatoires et vous aurez un PV si vous sortez sans masque. Parce que là, le gouvernement s'est vraiment foutu de nous. Il y a encore 6 ans, il y a encore 5 ans, on avait 1,4 milliard de stock de masques. 1,4 milliard qui ont été pilonnés en partie. Qui ont été parce qu'ils étaient obsolètes, parce qu'au bout d'un moment, oui. Et parce qu'ils n'étaient plus bons. Dominique de Montvalon. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudra effectivement éclaircir beaucoup de dossiers lorsque la crise sera terminée, et notamment celui des masques. D'ores et déjà, une évidence, il est scandaleux, anormal et même scandaleux. Je mesure mes mots, puisque je fais reproche parfois à certains amis de parler de façon avec un vocabulaire excessif. Mais là, je crois que c'est pas excessif. C'est-à-dire qu'il est quand même scandaleux, et en tout cas pour l'ensemble des Français, extrêmement troublant de constater qu'effectivement nous n'avons pas les masques et pas les moyens de les avoir tout de suite. Je voudrais juste dire ceci. Lorsque les masques seront là, donc forcément, j'espère le plus vite possible et forcément avec beaucoup de retard, tout le monde mettra des masques, non pas parce que ce sera la directive du gouvernement, par hypothèse, mais parce qu'on oublie une dimension quand on parle de cette histoire de masques, c'est la dimension psychologique. Absolument. On peut discuter entre médecins pour savoir si ça protège un peu mal tout. On peut discuter aussi technique, à savoir est-ce qu'on sait bien les mettre ou les mettre de travers ou je sais pas quoi. Enfin bon, on n'est quand même pas sot, on peut arriver à trouver la bonne gesticulation pour ça. Il y a une dimension psychologique. Quand je vais dans la rue, je sors peu puisque nous sommes en confinement pour acheter quelque chose, etc. Je vois maintenant depuis quelque temps des gens qui portent des masques d'ailleurs, pour la plupart on le voit, hâtivement confectionnés dans des conditions artisanales et d'improvisation, mais quelque part, et je pense que par exception, je pense que mes sentiments sont partagés par tous ceux qui sont dans la même situation. Moi qui n'ai pas de masque, je dis ils ont raison, et je dis je les envie. Oui, oui. Et puis encore une fois, on voit les médecins qui sont en colère. Enfin, si vous parlez avec des médecins à l'hôpital ou même les médecins de ville, ils ne sont pas protégés. On a entendu ce jeune interne qui nous dit nous n'avons pas de masque. Donc, on ne sait pas si on a affaire à un patient symptomatique. On ne sait pas si nous on est malade ou pas. Donc, sur les masques, oui, on nous a raconté des conneries. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on se retrouve. François Coq, je vous aurai la parole dans un instant. 0826 300 300. À tout de suite. Alors, on parle des masques qui nous font défaut. On va parler également du confinement. Est-ce qu'il faut un confinement plus sévère ? À l'instant, je reçois une photo d'un métro à Paris. Voilà. Je ne vais pas le citer parce qu'on va me dire que je vais stigmatiser, mais où il y a une vingtaine de personnes. Il y a 15 personnes dans les rames. Donc, visiblement, il y en a qui n'ont pas compris la notion de confinement et on peut se poser la question de savoir pourquoi les métros circulent. Oui, il faut bien que ça circule, mais quand même. François Coq, on ne vous a pas entendu sur les masques. Oui, moi je vais garder mes mots parce que les mots qui vous choquent tant, moi ce sont les actes qui ont été posés qui me choquent et qui me mettent plus en colère aujourd'hui. La première chose sur les masques, c'est qu'il faut bien distinguer qu'il y a quand même deux scandales. Il y a le scandale en amont, qui est celui de la destruction des stocks. Et il y a le scandale actuel qu'on voit depuis plusieurs semaines où le gouvernement nous a menti. Vous parliez de Madame Ndiaye, mais toutes celles et tous ceux qui se sont précipités derrière les micros, tous les membres du gouvernement et qui sont venus nous dire que les masques ne servaient à rien, on voit aujourd'hui qu'ils servent. On sait qu'il y a aujourd'hui entre 10 et 20% du personnel hospitalier qui est infecté par le coronavirus du fait du manque de masques. On est donc là dans l'une des tâches premières qui était celle du pouvoir, qui était de protéger les soignants, qui n'est pas tenue. Et puisqu'on parle des masques, le deuxième aspect, c'est celui des tests. On sait que l'une des façons aussi de lutter contre ce coronavirus, on l'a vu avec la Corée, on le voit avec l'Allemagne, on l'a vu avec le Japon, on le voit avec la Chine, ça aurait été de tester très largement. De quoi s'aperçoit-on? Que non seulement on ne peut plus produire de tests parce qu'on n'a pas de réactifs et qu'on a externalisé ça dans d'autres pays, mais qu'on a aussi été imprévoyant en début de crise. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, l'Espagne vient de recevoir 640 000 tests pour le coronavirus, parce qu'ils les ont commandés il y a quelques semaines, et que le gouvernement français, lui, continuait à nier. Alors le gouvernement français nous dit, ah oui, il faudra généraliser les tests en sortie de crise. Mais oui, pourquoi nous disent-ils ça? Parce qu'en sortie de crise, ils les auront peut-être enfin reçus, parce qu'ils ont réagi avec des semaines et des semaines de retard. Oui, moi je voudrais juste relever, Sophie, un instant, parce que j'ai eu pas mal de réactions d'amis, de médecins que j'ai vus sur les réseaux. Hier, Olivier Véran, que je trouve moi plutôt
très bon dans sa communication et dans ce qu'il dit, mais hier il a dit un gros mensonge quand il a dit les soignants sont systématiquement testés. Les soignants ne sont pas systématiquement testés. Les femmes enceintes sont systématiquement testées. Vient de réagir là-dessus parce que j'ai immédiatement, je savais qu'on traitait le sujet, envoyé ça à les médecins à l'hôpital au Kremlin-Bicêtre et elle n'a pas été testée. Et elle a dit, Véran, alors c'est elle qui vient de me le dire, Véran a dit qu'on testait en priorité les soignants et les médecins uniquement si symptômes parce que effectivement, le manque de tests, Sophie, c'est dommage qu'on n'ait pas extrait le son. Oui. J'ai le son, c'est dommage qu'on ne l'ait pas extrait. Il a dit, nous testons systématiquement les soignants, les femmes enceintes, les donneurs de sang, les donneurs d'organes. Il a employé ce mot de systématiquement, donc ce qui veut qu'il y ait un sens. Vous avez raison, mais il y a eu une erreur sur le mot soignant. Vous avez raison. Et c'est ce qu'elle m'explique, dans le vocabulaire du ministre, le soignant, c'était ceux qui s'occupaient directement toute la journée des malades, pas forcément les médecins à l'hôpital. Mais c'est quoi un médecin? Je juge. C'est quoi un médecin? C'est pas un soignant? Mais c'est pas une erreur, c'est un mensonge. Patrick Flukiger. Il a fait la pas une erreur, c'est un mensonge. Alors il a parlé de qu'est-ce qu'on nous a raconté comme mensonge déjà? Enfin, c'est. Non, mais je vous dis. La vérité, c'est que jusqu'à l'explosion de l'épidémie, c'est-à-dire jusqu'au début mars, jusqu'à cette explosion en France, le ministère de la Santé n'a rien prévu, n'a rien anticipé, rien. C'est vrai. Alors, une réaction de Dominique, vous vouliez réagir? Dominique de Montvalon là-dessus? Non, j'entends ce qui est dit. Ouais. Je pense que beaucoup de choses devront, le jour venu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui doivent être posées aujourd'hui. Elles le sont et c'est légitime. On est en démocratie, on n'est pas dans un régime autoritaire et a fortiori dictatorial. Mais le jour venu... Vous l'avez beaucoup rappelé aussi, ça a été rappelé, mais il faut Dominique quand même n'a pas fini, Sophie. Souvenez-vous de Roselyne Bachelot. Oui, mais bien sûr. Mélangeons pas tout parce que j'ai peur, Sophie, que les auditeurs s'y perdent un peu s'ils essayent de sentir un peu ce que... Mais c'est vrai qu'on sent, et c'est peut-être ça, j'ai entendu, on entend la colère. Alors, je ne sais pas si Frédéric Davy aura un sondage là-dessus, mais sur la colère des Français qui... Alors, c'est pas du complotisme. Non, mais alors, Valérie... Oui, pardon. Allez-y, Frédéric. Allez-y, Frédéric. Merci, mon cher Dominique. Non, ce que je veux dire, c'est peut-être pas de la colère, mais au cœur de cette défiance qui s'installe. J'ai rappelé des évolutions de l'opinion très fortes en quelques jours. C'est rare, je n'arrête pas de dire, et notamment sur votre antenne, que contrairement à ce qu'on croit, l'opinion publique ne bouge pas si fortement que ça. C'est pas celle des réseaux sociaux. Et au cœur de la colère, c'est les polémiques et les débats sur la pénurie de masques. Et il y a quelque chose qui s'installe chez une partie croissante des Français, c'est que la réponse stratégique du gouvernement sur cette épidémie n'a fait que s'adapter à une situation de pénurie de masques, pénurie de tests. C'est ça qui rend les gens en colère et qui les inquiète. Ouais. Et il va y avoir c'est une pénurie sanitaire et c'est une gestion sanitaire une politique sanitaire de l'offre. Voilà. Il y a une demande aujourd'hui et le gouvernement est incapable d'y répondre et il travestit la vérité pour mettre ça en phase avec les moyens qui sont les siens aujourd'hui parce qu'il n'a pas pris les mesures qu'il fallait le moment venu. Mais je me permets de dire, puisque Frédéric Dabi vient de prendre la parole, j'ai été attentif à l'analyse qu'il a faite du sondage qui a été publié hier par son institut. Il nous dit qu'il y a encore une union nationale parce qu'il y aurait 55% des Français qui se retrouveraient et qui seraient d'accord avec la politique suivie par le gouvernement. Moi, je trouve déjà que ce 55% est un score extrêmement faible. Et je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui une union nationale autour des décideurs. Il n'y a pas d'union sacrée comme il a pu y en avoir il y a un siècle. Ce qu'on voit aujourd'hui, par contre, c'est une union du peuple. Voyez ce qui est dit et voyez ce qui est partagé vis-à-vis, on l'a dit tout à l'heure, des soignants, des routiers, des caissières, de toutes celles et tous ceux qui font encore travailler le pays. Et il y a là une dichotomie qui s'installe. Et puisqu'on parle des responsabilités qui devront être prises et être mises sur la table au lendemain de cette crise, eh bien, il y a deux modèles qui s'installent. Ceux qui aujourd'hui sont en train de gérer les choses en essayant de faire en sorte d'être encore aux manettes pour le monde de demain alors qu'ils ont conduit celui-ci dans le mur, et ceux qui ont pris les choses en main et qui assument la responsabilité de continuer à faire tourner la société et qui veulent refaire société demain. Oui, Frédéric, vous vouliez compléter ? Non, je partage ce qu'a dit François Coq. C'est vrai que 55% c'est faible. C'est plus faible qu'au moment de l'attentat de novembre 2015 où il y avait une confiance massive en Manuel Valls et en François Hollande. C'est nettement moins si on remonte à des faits historiques plus lointains sur l'union sacrée qu'il y a eu autour de l'intervention
au Koweït par François Mitterrand en janvier 91. Pour autant, je note que dans toutes les familles politiques, la confiance est très largement majoritaire, sauf chez les électeurs de Marine Le Pen. Oui. Qui veut réagir? Valérie, Dominique de Montvalon. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Union nationale, c'est une expression qui évidemment ne me choque pas, mais qui ne me paraît pas appropriée. Parce que spontanément, et je suis de cela, nous avons tendance, en entendant ça, à en faire une interprétation réductrice de type politique. Ce qui se passe aujourd'hui, or c'est pas le problème. Il y aura des comptes qui seront établis et lorsque tout sera terminé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la totalité des Français se trouvent, après que certains, pendant quelque temps, étaient un tout petit peu doutés, se trouvent embarqués, si je puis dire. Et laissons de côté les gouvernants, ils font ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent, c'est bien, c'est mal, c'est peut-être tout à fait décevant, enfin en tout cas c'est évidemment pas parfait, mais ils se trouvent embarqués dans une histoire qui est une histoire formidablement angoissante. Et oui, mais il faudrait qu'il soit à la hauteur. C'est un peu ça la polémique quand même. C'est l'impression qu'il n'y a pas de capitaine, qu'il n'y a pas de cap et qu'on navigue un peu à vue, quoi. Je pense dans votre enfin je partage pas entièrement votre formulation. Il y aura. Non, mais je schématisais un peu, mais on a eu un peu du ordre contre ordre, une population qui est majoritairement pour un confinement plus important. On voit que le confinement est pas. Alors, je pense que ça va se durcir. On l'entend. C'est simple. J'espère, puisque vous aviez d'ailleurs. Oui, non, mais c'est sûr, je suis d'accord avec vous. Poser la question. Je suis pas sûr que ce soit aussi simple pour le passé récent. Mais moi, je vais vous dire, je souhaite que le confinement. Il faut aller au bout des logiques qui sont engagées. Après, on peut dire c'est pas ce qu'il fallait faire, etc. Mais il ne faut pas se trouver à 2/3 du chemin. Je souhaite que le confinement devienne, peut-être dès ce soir ou demain matin, beaucoup plus strict. Je ne sais pas si ça suffira. Je ne suis pas d'accord avec vous. Pardon? Oui. Juste un témoignage d'une auditrice et je pense que ça va être un des très gros scandales de cette affaire, ce sont les EHPAD. Un masque pour 10 soignants, des gens qui sont contaminés, évidemment, des malades. Et vous remarquerez une chose, c'est que jusqu'à maintenant, Jérôme Salomon parlait de morts, du nombre de morts, et depuis hier soir, il parle des morts à l'hôpital. Et il y a des morts à l'hôpital, mais il faut savoir qu'il y a des morts en ville et dans les EHPAD également. Et les gens dans les EHPAD sont absolument au bout du rouleau. Donc voilà, c'était une remarque qui me semblait importante. Pardon, Sophie. En une seule journée, 25 morts dans les EHPAD du Bas-Rhin, c'était samedi. Oui. En une seule journée. Oui, Sophie, c'est vrai, et c'est atroce. C'est vrai qu'on sait très bien que l'EHPAD est une cible terrible pour ce virus. Ce que je voudrais dire, je suis pas complètement d'accord avec cette idée de confinement tel qu'on l'entend. Aller menacer les gens de prison, alors que d'abord on ne sait même pas quoi faire des gens qui sont contaminés en prison. Non, mais attendez, on est en train de piquer du fric à des amendes à des gens qui ont mal rempli leurs papiers. Je trouve ça lamentable. Non, vous oubliez quelque chose, c'est que le vrai sujet, le seul sujet, c'est d'importer massivement, immédiatement, de tous foncer là-dessus, le gouvernement et tous les entrepreneurs s'appliquent à débloquer ça. Il faut apporter des masques et des tests. On est en train de le faire et que c'est beaucoup plus important parce que rester confiné complètement, ça veut dire que les gens vont plus du tout au boulot. Vous allez voir la chaîne d'approvisionnement qui va être en danger. Vous pouvez pas, à 80% actuellement, l'économie française est arrêtée. Vous pouvez pas continuer sur ce rythme. Il y a une forme d'injonction contradictoire et moi, je n'accuse personne parce que là, il faut trouver la solution. C'est la seule chose qui m'intéresse. Il y a des injonctions contradictoires. Ne bougez pas et allez bosser. On fait comment? Alors, je veux dire que cette espèce de maladie du confinement, parce que du coup, on panique les gens, et le confinement, c'est surtout des précautions, c'est s'éloigner les uns des autres, etc. Qu'on soit draconien pour les Non, mais Sophie, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas virologue, vous n'en savez rien. On découvre des choses tous les jours sur ce virus. On ne sait pas combien de temps il reste, etc. Donc, le maximum de précautions, c'est ça. C'est les masques et les tests. Et puis c'est continuer. Oui, mais c'est aussi le confinement, c'est aussi le confinement. Oui, alors c'est aussi le confinement. Les gens qui bossent, qu'on voit bosser, qu'est-ce que vous faites d'eux? Mais on ne parle pas de ce confinement-là, on parle des gens qui refusent d'être confinés. Ça, bien sûr.
Et Christine nous dit que fait Monsieur Lallemand. Alors là encore, on va dire qu'elle stigmatise pour le confinement dans le 9-3 ou dans certains quartiers où visiblement, mais il n'y a pas que là, hein, il y a des endroits où effectivement les gens sont irresponsables. Donc les amendes vont augmenter. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve. On aura Philippe en ligne avec nous qui voulait témoigner. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, c'est André Berkoff qui sera avec vous tout de suite après. On a des auditeurs qui veulent témoigner, nous raconter ce qu'ils vivent. Philippe est en ligne avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Je vous remercie de me prendre à l'antenne. C'est gentil comme tout. Vous êtes enseignant, c'est ça? Ah non, pas du tout. Moi, je suis pas enseignant, je suis paysagiste. Ah, paysagiste, alors, d'accord. Je suis paysagiste et aujourd'hui, je soutiens les enseignants, en fait. Parce qu'en fait, on n'en parle pas du tout de cela. Et on se donne toujours sur eux. Mais aujourd'hui, ils bossent, les gars. Ils sont sur leur PC. Nous, on reçoit des mails pour les gamins, pour le boulot du lendemain. C'est dimanche soir. Et ils envoient du boulot. Et alors ceux-là, ils sont dans l'ombre. Alors on est toujours en train de râler sur eux. Alors peut-être à tort ou à raison, peu importe. On n'est pas là pour parler de ça. Mais aujourd'hui, les mecs, ils sont au boulot, mais ils sont chez eux. Et ils se mobilisent pour encadrer des gamins. Bon, alors tous ceux qui sont en difficulté, qui vont certainement un peu décrocher plus que d'habitude. Et les mecs, ils bossent. On reçoit des devoirs avec un vrai programme de la journée, avec une pause, avec un peu de yoga au milieu, avec de la lecture, Et moi, je pense qu'on devrait en parler un petit peu de cela. Oui, non, mais vous avez raison. Et on n'en parle pas assez. Moi, je suis un confiné de luxe, c'est-à-dire que j'habite dans une maison avec un jardin et je suis confiné à l'extérieur puisque je suis paysagiste et que je vais bosser. Et là, aujourd'hui, vous voyez, je suis dans un parc immense à Lyon, de 4 hectares et demi, et c'est dans un hôpital de gériatrie. Et les minettes, je les vois aller au front, je les vois aller bosser. Elles ont rien. Elles ont commencé à avoir des masques la semaine dernière. Et qui c'est qui bosse aujourd'hui? Alors, il n'y a pas que les petits, hein, parce qu'il y en a des grands, mais il y a plein de petits qui bossent. Et en fait, ça me fait râler toute cette mondialisation où on prend du pognon dans tous les sens. Et aujourd'hui, les livreurs sont au boulot, les profs sont au boulot, les aides-soignantes sont au boulot, les artisans sont au boulot. Et il y a quand même une leçon à tirer de tout ça. Je ne sais pas ce qui va en ressortir parce que l'être humain oublie vite. Mais les nanas, là, je les vois partir. Là, vous voyez, je suis au milieu de ma prairie. Je les vois retourner dans les étages. Et aujourd'hui, cet hôpital va commencer à accueillir des Covid+. C'est un hôpital de 3e ligne. Donc, ils ne sont pas au front direct. Mais là, ils envoient des Covid+, ils ont libéré un étage pour les accueillir, donc c'est que des personnes âgées, hein. Donc il y a du personnel qui va être contaminé. Elles n'ont rien, les minettes. Et elles sont courageuses. Oui, non, mais c'est... Pour toucher, vous avez raison. Une milliard de salaire. Hein. Oui, non, mais pour aller dans le sens de ce que vous dites, moi j'ai remarqué aussi que dans le supermarché, pas très loin de chez moi, les caissières habituelles ne sont pas là et ce sont des jeunes qui sont là, des jeunes qui ont besoin d'argent et qui ont décidé de venir là et de tenir les caisses. Donc on voit qu'il y a effectivement des gens qui vont bosser parce qu'ils ont besoin de bosser, parce qu'ils ont besoin d'argent et c'est vrai que il faut leur rendre hommage. On a également en ligne avec nous quelqu'un qui voulait témoigner, c'est Sébastien. Sébastien ? Bonjour à tous. Bonjour Sébastien, vous êtes routier, c'est ça ? Oui, voilà, alors moi je suis conducteur routier là en France et un peu à l'étranger. J'ai un énorme coup de gueule à passer contre les sociétés d'autoroutes qui sont des millions d'euros de bénéfices et qui n'ouvrent pas les stations et qui ne nous laissent pas soit prendre un café, soit prendre une douche et certaines grandes entreprises aussi. On ramène la marchandise et puis on est des pestiférés, on n'a pas le droit d'utiliser leurs toilettes. Alors je dis c'est une honte. C'est bien, mais c'est le problème du confinement. C'est ce que je disais aussi. Jusqu'où le confinement je comprends, mais en même temps c'est le confinement. Mais chère Madame Menton, est-ce que vous arrivez à vous regarder devant la glace en ce moment? C'était juste une question, hein. Sur quel point? Dites-moi. Qu'est-ce qui doit en fait, est-ce que vous avez pris conscience maintenant que c'est le système économique dans lequel vous faites partie qui nous mène à ce désastre? Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non? C'est-à-dire le libre-échange des gens, de l'argent, du Schengen, de l'Union européenne, etc. Est-ce que vous trouvez que... Je vais vous répondre précisément. Premièrement, je comprends votre revendication sur les stations, etc. 2, je suis méfiante sur un confinement qui serait encore plus dur parce qu'il y a des gens comme vous. Et si des gens comme vous s'arrêtent de bosser, c'est la catastrophe. Et pour répondre
sur l'être ignoble que je suis. Je peux vous dire que j'ai pas quand même complètement la sensation d'être responsable de ça. Et ce qui, moi, me donne quand même un regain d'optimisme, c'est de voir que cette même Chine, qui a été à nos yeux un pays honteux et banni, c'est elle qui file en ce moment, qui donne des coups de main partout dans le monde. C'est Cuba, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des pays du monde entier qui sont quand même solidaires. C'est un peu, en tout cas, une façon pour la mondialisation qui a des points tout à fait négatifs, d'accord. C'est quand même un point important, positif pour la mondialisation. Oui, mais la Chine, elle n'a pas hésité à confiner toute une province, à peu près l'équivalent de la France, ou pas tout à fait, mais presque, et de la confiner totalement à 100%, Madame de Menton. Personne. Oui, c'est vrai. Personne. Elle a mis son économie à l'arrêt. Elle n'a pas hésité à le faire. Et je voulais dire aussi autre chose. On n'aurait peut-être pas besoin de... Patrick Flukiger, laissez parler Patrick. De durcir le confinement aujourd'hui si M. Macron avait daigné faire comme tous les autres pays d'Europe et fermer la frontière française au moment où c'était le plus dangereux. Je vais vous donner une anecdote. J'ai des amis qui étaient à Serre-Chevalier la semaine dernière, encore après le premier discours de Macron. Le lendemain soir, il y a un bus entier d'Italiens qui est arrivé dans leur hôtel. La frontière est ouverte à tout vent, alors que les Italiens, eux, la ferment aux Français. Les Allemands, eux, la ferment aux Français. Les Espagnols, eux, la ferment aux Français. Cette idéologie du mondialisme, avant tout, c'est destructeur. Et peut-être qu'on n'aurait pas besoin de confiner maintenant toute la France si on avait fermé les frontières à temps. Parce que le virus, comme dit M. Macron, n'a pas de passeport, ça c'est vrai. Mais ceux qui le portent, ils en ont un passeport. Alors, j'ai tweeté hier sur une amie qui est rentrée hier en avion, avant-hier, qui est arrivée d'Asie avec une escale à Dubaï, qui n'a pas été contrôlée. Il n'y a aucun contrôle dans les aéroports français. Alors, j'ai reçu des réponses me disant elle aurait mieux fait de rester en Asie, c'est moins dangereux. C'est pas la question. C'est la question que c'est la même chose pour les vols qui viennent du Brésil, qui viennent d'Afrique. Donc, on a des gens confinés, mais on est en train de laisser. Alors, il faut bien que les Français rentrent, qu'on rapatrie les gens, mais on nous dit aussi que les contrôles ne servent à rien, mais je m'interroge sur ces non-contrôles dans les aéroports, même pas de prise de température. Les masques ne servent à rien, les contrôles ne servent à rien, voilà. Rien ne sert à rien. On nous refait le coup de Tchernobyl à l'envers. Je sais pas, qui veut réagir ? À partir du moment où on est François, à partir du moment où on est rentré dans une logique de laisser faire, il y a un vrai problème. Moi, je vous dis que depuis le 5 mars, que le Premier ministre a convoqué l'ensemble des oppositions parlementaires à Matignon, tout le monde s'est lié les mains et s'est lié la bouche. On ne demande pas de compte au gouvernement, ce qui est un problème pour notre démocratie. Je prends un exemple. Il est possible, parce que ça a été mis sur la table, que le cluster de l'Oise soit dû au rapatriement de certaines personnes de Chine par les services de l'État. Il n'y a pas eu d'enquête approfondie là-dessus. On a vu qu'il y avait des contradictions même qui apparaissaient. Donc on n'a pas eu de réponse sur cette question-là. Et dès qu'il y a une question aujourd'hui qui est posée, d'une certaine façon, on devrait faire confiance au gouvernement. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que ça nous pose un problème. On a évoqué aujourd'hui la question des masques. On a évoqué aujourd'hui la question des tests. Et quel enseignement en tire-t-on, par exemple, sur la question de la chloroquine ? Est-ce qu'aujourd'hui, on fait évoluer notre doctrine ou est-ce qu'on patiente, comme on l'a fait pour les masques, comme on l'a fait pour les tests, pour utiliser de manière raisonnée ça ? J'ai bien compris qu'il y a un débat scientifique sur le sujet, mais la question que je pose, c'est est-ce qu'on a le droit de poser cette question, de pouvoir faire évoluer notre doctrine en la matière, en sachant qu'à certaines doses, si j'ai bien compris, il y a peut-être des effets secondaires, mais qui, au regard des dangers et du risque qui sont ceux du coronavirus, pourraient être pris, c'est-à-dire un principe de précaution inversé. On peut pas répondre, ni vous ni moi. On aimerait bien répondre. Évidemment qu'on a tous envie de se précipiter là-dessus et que ça aille vite. Je pense quand même que si on fait plus confiance à personne du tout, déjà les politiques c'est mal barré, si on fait plus confiance aux médecins qui sont en train d'hésiter à le généraliser, la perte de confiance est aussi terrible parce que pour qu'on gagne dans cette lutte contre le coronavirus, il faut à un moment donné arrêter la haine et
et la manque de confiance envers n'importe qui. Je veux dire, voilà, je crois que le gouvernement, il a fait des conneries. Il y aura très bien, on aura à le faire payer après s'il faut. En ce moment, ils sont mobilisés comme des fous et heureusement, et c'est normal. Et ils essaient de faire au mieux. Maintenant, tout le monde essaie un peu de faire au mieux. Donc voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire sur ce médicament? Oui, évidemment, on a envie que demain matin, on en distribue. Oui. Dominique de Montvalon sur la confiance. Écoutez, je pense qu'on l'apprend depuis quelques minutes seulement au moment où nous parlons qu'on apprend la mort d'un gynécologue, un deuxième médecin. Et là, il y en a deux autres, Juliette Rioufol, qui vient de m'envoyer. Décès de deux médecins dans le Grand Est clinique et Mairie. Voilà, deux médecins dans le Grand Est qui sont décédés. Donc, c'est horrible parce qu'il y en aura d'autres. Non, mais moi, je voudrais... Oui. Je dis juste ce qui est un peu mon sentiment personnel. C'est, je dis, toutes les questions doivent être posées. Nous sommes en démocratie. Lorsque tout sera terminé, quand, je n'en sais rien, j'espère le plus vite possible, mais c'est dans un bon bout de temps. Il faudra que tout soit remis sur la table et que les comptes soient réglés. Les comptes antérieurs, les comptes de qu'est-ce qui a été fait ou mal fait et tout. Pour le moment. Oui, mais la question, Dominique, c'est que est-ce que les bonnes décisions sont prises en ce moment? Oui. C'est aussi ça la question, c'est de dire on réglera les comptes après, mais aujourd'hui on se pose la question. Non, mais j'ai commencé par dire que toutes les questions étaient légitimes et fondées. Non, mon observation modeste, un Français parmi tous les autres, c'est je voudrais que le climat ne devienne pas dangereusement anxiogène. Oui, absolument, Dominique. Qui est-ce qui fait de l'anxiogène? Il l'est déjà. Qui est-ce qui fait de l'anxiogène en répétant 6 fois « nous sommes en guerre » Et comment est-ce qu'il mène cette guerre? Sur la chloroquine, quand on dit une chose aussi banale, c'est très intéressant sur la chloroquine. On a un chercheur, on a un médecin marseillais qui développe un traitement. Qui nous savons au pouvoir, puisque c'est votre objectif central. Allez. Non, on a un médecin marseillais qui développe un traitement à la chloroquine qui obtient des résultats. Monsieur. Arrêtez. Dominique, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je dis? La dernière chose que je dis, l'émission va bientôt se terminer, je ne veux pas avoir le dernier mot. Je souhaite que le climat qui est anxiogène, on ne l'imagine pas. Vous le savez tous, mais tout le monde le sait, tout le monde est très angoissé, et très stressé. Il est en train de devenir encore plus anxiogène, et je dis dans la façon de formuler nos questions, qui sont, elles... Oui. Est-ce qu'on peut dire 6 fois dans un discours, nous sommes en guerre, et en même temps, c'est vraiment le en même temps, prendre 6 semaines pour tester la chloroquine, alors qu'un médecin l'utilise déjà, d'autres, M. Estrosi a été traité à la chloroquine aussi à Nice, alors que c'est déjà utilisé, que ça donne des résultats, et que M. Trump, dans toutes ses outrances et tout, a sauté là-dessus en disant quoi? Il dit quoi, Trump? Il dit ça peut marcher ou pas. Voyons ce qui se passe, nous n'avons rien à perdre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On mène une guerre. C'est le président qui dit qu'on est en guerre et on va se donner 6 semaines pour faire une étude comparative. C'est pas le président qui donne les délais pour mettre un médicament en place, monsieur. Franchement, pour l'instant, le ministère de la Santé interdit la chloroquine. D'ailleurs, le 13 janvier, depuis le 13 janvier. Et non seulement il l'interdit, il met 6 semaines d'études. Mais en même temps, les hôpitaux sont de plus en plus nombreux à désobéir. Ça, c'est anxiogène. Oui. Ça, c'est anxiogène. Tout est anxiogène et je ne sais pas effectivement comment faire pour ramener un peu de sérénité dans le débat, parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de gens inquiets. Frédéric Dabi, vous êtes toujours là? Vous allez refaire un sondage très vite? Oui, pour Sud Radio, d'ailleurs. Oui, pour Sud Radio, d'accord. Sur quoi? Sur l'angoisse des Français? Tout à fait. Sur le niveau d'inquiétude, j'aurais confiance dans le gouvernement pour suivre ça dans le temps. Très bien, merci à tous les 5. C'est pas évident ce débat à distance parce que quand on est autour d'une table, on voit les visages. Là, je ne vous vois pas, donc parfois peut-être certains ont été frustrants. En tout cas, merci d'être avec nous et de nous suivre. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera là. À demain, très bonne journée et prenez soin de vous.